êtes à l'écoute de la Ligue des Cinévores. Nous sommes de retour, Max. Ça fait bien longtemps, hein? Bien... Trop longtemps. fait quasiment 2 mois, je pense, là. Pas plus que ça? Ben, c'est fin octobre jusqu'à là, donc... Ouais, ben pour ceux qui ont suivi la page Facebook, que nous invitons à aimer, en fait, mon PC a rendu l'âme. Puis j'étais censé acheter un nouveau PC, mais là... Ton auto rendu l'âme. Mon char a lâché, fait que tout est en train de tomber dans ma vie. Puis, fait qu'on a-tu obligé de repousser, puis finalement Mathieu a décidé de prendre son ordinateur, mais c'est parce que son ordinateur... c'est pesant, là. Ouais, c'est une grosse machine, fait que c'est du trouble pour Mathieu à chaque fois. Fait que, en tout cas, c'est la solution temporaire jusqu'à temps que je puisse acheter un nouveau PC, probablement. Espérant que ce soit avant l'été. Ouais, ça va. En tout cas, si tout va bien, si les chars pètent pas, en janvier. Ah, j'aime ça. Parce que Noël vient d'arriver, puis évidemment, il fallait faire des cadeaux, en plus. Ouais, on s'en sortait pas, là. À un moment donné, la lumière va arriver au bout du tunnel, comme on dit, tu vas y arriver. Écoute, on a chacun nos bad luck. Je comprends ça. Écoute, j'ai emmené mon ordi. On va, comme vous voyez, on est en train d'enregistrer, donc on va réussir. Et on a décidé de repartir avec un gros film qui a fait beaucoup jaser, qui est sorti il y a un petit moment déjà, mais c'était un des films qu'on voulait absolument parler cette année. C'était quoi? C'était-tu fin novembre? C'était la date, c'est 19 novembre. 27 novembre. 27 novembre, excusez, je me suis trompé. 27 novembre. Ouais. Donc ça fait quand même quelques semaines qu'il est sorti. Mais c'est le gros film de fin d'année, un des gros films, si je peux dire, qui était attendu avec entre autres Star Wars et Jumanji, entre autres, si je peux dire, qui était attendu à la fin de l'année. Et c'est The Irishman, un film de Martin Scorsese, un réalisateur qui, ma foi, est maintenant mondialement connu. Je veux dire, il y a des chefs-d'œuvre, il y en a fait. La liste est assez longue. Ben, t'as The Wolf of The Wolf... Le Loup de Wall Street. Ouais, c'est ça, t'as The Godfellas, t'as Casino, t'as... La série Booking... voyons, Boardwalk Empire. Ouais, il y a... Ah ouais, c'est Scorsese? Ben il l'a produit, là, il l'a pas réalisé. Ok. Il y a Gang of New York, j'ai la misère avec mes titres. Oui, avec Leonardo DiCaprio. Ouais, Taxi Driver, je pense qu'on venait de le dire. Ouais, Taxi Driver. Les Affranchis, ça je l'ai vu, c'était très bon. Aviator, un autre film que j'avais bien aimé, avec Leonardo DiCaprio. L'Enfant des Pantins avec Robert De Niro, je pense aussi. Les Infiltrés aussi, Shutter Island, ça c'est dans... C'est ma prise. Il y en a tellement, on en oublie, c'est sûr et certain. Scorsese peut blaster le jeu vidéo. Les super-héros, puis je vais faire... Ouais, c'est Scorsese, on va... C'est un des rares réalisateurs qu'on peut dire qu'il s'est rarement trompé dans ses films. Ils vont avoir un meeting, ça a l'air, avec le Bob Iger, le président de Disney, pour une discussion entre eux. Ah ouais? Je sais pas si ça va se faire, mais... J'ai bien hâte de voir... J'aimerais ça voir ça. Je serais vraiment curieux parce que c'est un réalisateur qui a un peu blasté Marvel récemment. Ouais, mais tu sais, il l'a fait dans le respect. Oui, c'était respectueux, c'était pas insultant, c'était pas... Il traitait pas le monde d'épais d'écouter ça, là. Non. Lui, c'est juste que lui, il voyait ça comme un parc d'attractions, genre les films de super-héros. On peut être d'accord ou non, mais c'est Scorsese, laissez-le parler, le gars, c'est ce qu'il fait, là. Ouais, c'est pas un ingénieur qui a 30 ans de carrière, comment ça fonctionne sur ouais, puis c'est genre un des experts, tu sais, tu demandes référence que t'as besoin de conseils, là. Ouais, c'est ça. Bref, c'est un gros film, Irishman, qui est sorti sur Netflix, faut le préciser. Ouais, quelques temps au cinéma pour avoir le droit de participer aux Oscars. Oui, effectivement, mais c'est une exclusivité Netflix, faut le préciser. Ouais. Qui a été produit par Tribeca Productions. Qui, comme je disais, est sorti récemment. Et le casting, on a droit quand même à des grands acteurs d'Hollywood. Dans le rôle titre, on a Robert De Niro, un acteur que lui non plus, c'est un 5 étoiles. On peut mentionner plein de films de lui, mais tout le monde le connaît. C'est un des meilleurs acteurs de sa génération, qui joue le personnage principal, qui est Frank Sheeran, un personnage qui a déjà existé, parce que le film, il faut le préciser, on viendra plus loin, c'est une vraie histoire qui s'est déroulée. Pour vrai? Tu savais pas? Non, je l'ignorais complètement. Non, c'est une vraie histoire qui... C'est une adaptation d'un livre qui était une histoire qui s'est vraiment passée aux États-Unis. Et le personnage d'Al Pacino, on viendra côté spoiler, mais il y a encore des trucs nébuleux autour de lui qui restent encore élucidés aujourd'hui. Ben, tu vois, je le savais pas. Ah, ben, je suis content de te l'apprendre. On a, comme je disais, Al Pacino qui joue l'autre tête d'affiche, qui joue James ou Jimmy Hoffa, qui est dans le fond un chef syndicaliste. Et je vais préciser, mais Robert De Niro fait son personnage Frank, et il va gravir dans cet univers-là du syndicat américain. Il va monter au fur et à mesure. Il va monter au fur et à mesure tranquillement. Et troisième acteur en tête d'affiche, il y a un autre acteur qui est quand même bien aimé, mais un peu moins connu du trio. C'est Joe Pesci. Ah, ben... Il est quand même connu, mais si on regarde sa filmographie... La génération actuelle, je pense qu'il le connaît beaucoup moins, mais c'est tellement un grand acteur de son époque
que, pour moi, il est aussi haut que Robert De Niro. C'est juste que Robert De Niro fait comme beaucoup de cinéma. Lui, je pense qu'il est sorti de la retraite pour ce film-là. Là. Ça se peut parce qu'il est quand même assez vieux, mais les trois sont quand même vieux. Il a quand même joué dans Home Alone. Ouais, il a joué dans Home Alone, c'est vrai. Il a joué dans Home Alone. c'est quand même un grand classique du cinéma, là. J'ai lu, parce que justement, à propos d'Irishman, il y avait beaucoup d'anecdotes qui sortaient, puis à la base, c'était Robert De Niro qui était censé jouer dans Home Alone. Okay. Puis finalement, Joe Pesci voulait le rôle, puis Robert De Niro a décidé de lui donner, là. Ok, je savais pas ça, c'est une belle anecdote. Home Alone, c'est tellement le premier, c'est un classique, ouais. Ah, j'adore ce film. Le casting est énorme, mais c'est pas mal les trois principaux qu'on va nommer parce que le film gravite autour de ces trois-là. De ces trois-là. Je ferais peut-être juste une mention honorable à Ray Romano, lui que Everybody Love Raymond. Je sais pas si t'as déjà écouté la sitcom Tout le monde aime Raymond en français là. Non. Aux États-Unis c'est une grosse star, là. C'est une sitcom qui a pogné pendant des années. Okay. C'est super bon pour vrai là. Mais qui joue l'avocat dans le fond là-dedans. Ah ok, c'est lui l'avocat. Ouais. Ok ouais. Ouais, effectivement on peut le mentionner. Comme je dis, le casting est très long. Je veux dire, j'ai remarqué, je le mentionne, là, mais il y a Anna Paquin, qui fait longtemps que j'avais pas vu au cinéma. Ouais hein. Qui a été connue pour la série X-Men. C'est elle qui faisait Rogue, Malicia en français dans les X-Men. On l'a pas vu depuis je pense The Future Pass. Ou qui avait été coupé au montage, c'était dans la version longue qu'on pouvait l'avoir. Mais depuis ça là, je pense que je l'avais pas vu au cinéma comme actrice. Mais je sais qu'elle est très forte dans les séries, elle avait fait True Blood entre autres, il me semble. Mais c'est une actrice, je trouvais qu'elle a un certain charme. Là. Elle là-dedans n'est pas très marquante en ça, mais j'ai remarqué qu'elle était en casting, donc quand même le souligner. Mais reste qu'il y en a plein d'autres, le casting est énorme, puis il est étalé sur une histoire qui se déroule vraiment sur une longue durée, c'est ça qui est particulier. Et pour entrer dans le film, eh bien comme je dis, c'est un film qui traite d'un vrai événement. C'est l'histoire du syndicalisme des années 60-70 si je me trompe pas. Et entre autres sur Jimmy Hoffa qui était le grand maître du syndicat aux États-Unis à l'époque, qui était aussi influent quasiment que le président des États-Unis. Il le surnommait comme une sorte de mafia. Il mentionne plusieurs fois dans le film qu'il voyait le syndicat comme une sorte de mafia tellement qu'il y avait de pouvoir en place. Et on a le droit de voir cette histoire-là du point de vue de Frank Sheeran, qui est joué par Robert De Niro, qui est un simple homme, c'est un livreur à la base, et il va tranquillement rentrer dans l'univers du syndicat américain et découvrir l'ampleur de ce que c'est, et il va graver là-dedans, il va développer une loyauté ou un attachement envers ce milieu-là. Il va bâtir sa vie autour de ça aussi. Et le film est particulier parce que les trois acteurs qu'on a nommés principaux, ils sont numériquement rajeunis pour les besoins du film. Pendant de longues séquences quand même. C'est pas genre 2-3 secondes. Mais ça se remarque, hein. Surtout le De Niro, là. Plus que la scène est longue, plus qu'on remarque. Puis Robert De Niro, c'est lui qu'on remarque le plus. Probablement parce que c'est lui qu'on voit le plus à l'écran, là. Je suis d'accord. Mais c'est quand même un beau travail parce que c'est pas tous les studios qui peuvent se permettre de rajeunir comme ça. Ils rajeunissent à peu près 30 ans chaque acteur, ce qui est pas rien. Surtout dans le temps qu'il est camionneur, là. Ouais. Ça paraît, là. Il y a une scène que je te spoilerai pas, mais comme qu'il y a un casque d'armée. Puis clairement c'est CGI, puis lui, là, parce que la lumière reflète dessus, fait que ça paraît encore plus. Ouais. Ça faisait très jeu vidéo, là, mais... mais l'effort est quand même là, puis c'est quand même très beau, là, je veux dire. C'est clair, c'est aussi bien fait que Star Wars Rogue One. Ouais, c'est ça, c'est à le même niveau, là, la technologie est rendue là. Mais je pense que The Irishman, c'est un des films les plus coûteux de Netflix, je crois. Dans les plus coûteux, mais le plus coûteux, il vient d'être gagné par le dernier film de Ronald Reynolds, qui est réalisé par Michael Bay, qui vient de sortir sur Netflix. Ouais, qui a coûté 150 millions à faire, ce qui était un record Guinness. Ce que je vois, Irishman a coûté 159. Ah, ben... je vais aller voir... Ce que j'ai lu cette semaine, c'est que le film de Michael Bay était considéré comme le film le plus coûteux de Netflix. Ça se peut. Ça se peut que ça soit pas 150 millions. Pourtant, Netflix avait annoncé qu'il allait comme faire plus attention pour les films à méga budget, parce qu'ils ont perdu beaucoup d'argent. Mais il y en a qui se demandent aussi pourquoi ils ont accepté de laisser Michael Bay faire un film. Étant donné surtout que le film il est assez moyen, là, ça va que c'est le fun, par exemple. Il est divertissant, on va pas dérailler trop, là, mais il est divertissant. Mais écoute, j'en aurais long à dire sur ce film-là. Mais revenons sur le film, comme je dis, donc si on suit, c'est une vague très réaliste, et comme je dis, on suit les acteurs qui évoluent à travers une trentaine d'années, une quarantaine d'années, et le narrateur c'est Robert De Niro, et vraiment c'est excellent en termes de narration. C'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé, je pense que je vais me lancer dans la critique. En fait, avant de continuer, je vais quand même mentionner la critique du film qui est quand même important, parce que c'est quand même très beau. Là. Je vais aller voir, je suis en train de chercher justement pour sur Metacritic. Tu étais sur Metacritic? Je suis sur Rotten Tomato. Là. Okay, je vais voir sur Metacritic. Sur Rotten Tomato, le critique professionnel il a donné 96% d'avis positifs, ce qui est quasiment un chef-d'œuvre. Même on peut dire que c'est un chef-d'œuvre. À 96, c'est une question de pourcentage. Le public, à 86%,
Il y a toujours du monde qui a de la misère avec ce genre de film-là. Je sais qu'entre autres, que quelques critiques négatives du film, c'est la longueur. Ouais, puis... Ce qui est hors norme quand même de nos jours, des films aussi longs. Bon, t'allais voir une game, t'allais à peu près le même temps. C'est plus ou moins la même chose, effectivement. Mais je pense que le film aurait été plus homogène si on aurait réduit un peu à certains moments. Je pense qu'il y a des longueurs qui auraient pu être écourtées. C'est qu'il y a beaucoup de dialogue, c'est très fort là-dessus, le réalisateur, il aime ça le dialogue, donc on le sent à certains moments dans le film, il y a des scènes qui durent 10-15 minutes, c'est juste du dialogue, puis... Sinon, sur Metacritic, le film, il y a une moyenne de 94%, c'est énorme sur Metacritic. Ouais, ils sont très sévères Metacritic. Ben, c'est pas eux autres. Ah, mais c'est la façon qu'ils créent... Ouais, parce que Rotten Tomatoes, c'est le nombre de commentaires positifs qui fait la ratio. Là, c'est les notes par les sites. 83% pour l'usager, avec 622 critiques. Ce qui est très bon, là. C'est vraiment bon, là, pour vrai. Là. C'est des meilleures notes que j'ai vues cette année dans les films. Ouais, définitivement. Là. Ils volent pas sa place. Hein. Non, ils volent pas sa place, c'est mérité. On va rentrer dans le vif du sujet, comme j'allais dire. Ouais. Je vais dire ce que j'en ai pensé, je vais te relancer par la suite. C'est un film qu'on pourrait dire beaucoup de choses dessus, parce qu'il y a tellement de choses qui se passent dans ce film-là. Il dure 3h30, c'est pas rien. Moi, ça m'a pas tant dérangé la longueur, je tiens à le préciser. Parce que j'ai grandi avec des vieux films, et à l'époque, il y a beaucoup de vieux films qui, eux, ils se mettaient pas de limite de temps. Certains, c'était pas nécessairement de bonnes choses, mais comme Les Parrains, moi j'ai grandi avec Les Parrains, que j'avais beaucoup aimé, j'ai la trilogie en Blu-ray chez moi, et ils durent toutes comme 3 heures, fait que... Mais tu l'as-tu écouté en one-shot, toi? Oui, Irishman, j'ai écouté en one-shot. J'avais lu des commentaires, j'avais peur de l'écouter en one-shot, parce que les commentaires disaient d'éviter l'écouter en one-shot, parce qu'il était très long. Puis finalement, je me suis lancé, je l'ai écouté d'un coup, et je me suis arrêté une fois pour aller aux toilettes. Ouais, c'est ça, ça ressemble à ça. Moi, je l'ai écouté en 2 shots, mais le même soir. Il y a comme eu un break d'1 heure à m'amener, parce que j'avais d'autres choses à faire, là, j'ai oublié aussi. Mais genre 1 heure, puis après ça, je suis revenu, mais tu sais, moi, j'avais pas perdu le fil, là, fait que... Ah, c'est ça, parce qu'il y a quand même beaucoup de stock, là. Ouais, puis c'est le genre de film qu'il faudrait quasiment réécouter pour vraiment faire une meilleure analyse, là. Ben, c'est le genre de film qu'effectivement, je veux réécouter, pas tout ça, parce que je viens de l'écouter, mais probablement l'année prochaine, dans l'année 2020, je vais le réécouter parce qu'il y a tellement de stock. C'est un film qu'il faut écouter plus d'une fois, même je dirais plus que 2 fois, parce qu'il y a tellement de détails, comment je dis ça, l'histoire est tellement riche qu'il faut l'écouter plusieurs fois. Moi j'ai beaucoup aimé Robert De Niro, c'est un de mes acteurs préférés, et là-dedans il est excellent, autant la version vieille que la version jeune. Je l'aime parce que c'est toujours le caractère de Robert De Niro, il laisse pas sa place. Quand il est là, il est charismatique, il a de la prestance, puis il me rappelait un peu son rôle, entre autres dans Le Parrain 2, il faisait le jeune parrain, le jeune père dans des flashbacks, il faisait le père de la famille Corleone, et tu voyais, tu sais, comme, tu veux me parler, hein? Tu veux te battre, tu sais, le caractère comme, il a pas peur de se battre, il y a un caractère que tu veux pas le faire chier, là. Tu le regardes, tu sais que si tu le fais chier, t'es dans la merde. Puis c'est reflet tout le long de la semaine, même quand il est vieux, il est genre, il est cheveux gris, tout ridé, puis il est en char avec ses amis, puis t'as quand même l'impression qu'il peut te péter la gueule, tu sais. Ouais. J'ai aimé ça, ce caractère, cet acteur-là, puis j'ai aimé son développement du personnage. J'ai trouvé profond, beaucoup pourraient le voir comme une simple brute, qui en a profité pour se défouler de ça, mais il y a une belle évolution, même il y a un peu de travail avec sa famille, vers la fin du film, où il réalise qu'il pensait à faire bien les choses, mais sa famille ne le voyait pas du même œil. Puis il l'a jamais remarqué. Il l'a jamais remarqué, puis quand il réalise, il est comme, oh fuck, ok. Puis genre, il pense, tu sais, lui, dans sa vie, c'est comme, je fais bien les choses, je fais ça pour ma famille, mais il réalise pas qu'il est devenu un peu comme un monstre à force du temps. Puis même si faut pas valoriser ce genre de personnage-là que, comme je disais, il a vraiment existé, que c'est une brute, tu sais, il y a quand même des émotions. C'est pas évident je veux dire, de tabasser quelqu'un, de tuer quelqu'un littéralement, c'est pas tout le monde qui est capable, là. Il faut une certaine froideur. Une froideur, oui, voilà. Donc j'ai beaucoup aimé, il est bien retranscrit, je trouve, Robert De Niro là-dedans. Puis je m'étonnerai pas c'est les 3 acteurs, mais je vais quand même mentionner quand même Al Pacino. Je fais encore une référence au Parrain, parce que c'est là que je l'ai connu, mais lui aussi il est très charismatique, il a une présence très forte. Même si des fois je trouvais qu'il était un peu trop intense, mais ça fait partie d'Al Pacino. Lui il en met tout le temps beaucoup quand il fait des rôles, il est très expressif. Puis il n'hésite pas avec son langage d'être très violent dans son langage. Mais j'ai beaucoup aimé. J'ai aimé sa relation avec Robert De Niro. Je trouve qu'il y a une belle relation entre les deux. Qui se développe bien. Il y a comme une sorte de loyauté. Sinon pour l'histoire, j'ai bien aimé, c'est bien découpé.
parce qu'on a des retours en arrière, de revenir au présent, retour en arrière. Ouais, puis c'est pas étourdissant. C'est pas étourdissant parce qu'il laisse le temps à que ça découle. Puis des fois même c'est bien coupé parce que ça nous laisse réfléchir. Puis on revient à un événement, puis après on revient, puis on comprend un peu plus. Puis ça permet de bien comprendre la psychologie du personnage, même des autres autour. Donc j'ai bien mis ce côté-là du développement psychologique, c'est très riche de ce côté-là. Puis le côté aussi visuel est très beau. Là. On sent vraiment on a vraiment l'impression d'être dans ces années-là, qu'on a vraiment l'impression, tu sais, ils fument, les vêtements, les voitures, l'ambiance, la musique, les décors, c'est vraiment, il y a un souci de détail de ce côté-là que j'ai beaucoup apprécié. Écoute, j'ai pas vraiment vu de défaut à ce film. Ça, il y a un petit peu de longueur, comme j'ai dit, parce que le film dure 3h30, c'est sûr que c'est pas évident. Mais en tant que tel, le casting il est 5 étoiles. Même si je trouve ça quand même particulier, mais je peux comprendre le besoin de l'histoire. Qu'en 2019, c'est un film tant centré sur les hommes. Ce que je veux dire par là, c'est que quasiment tous les personnages principaux, c'est des hommes. Je pense qu'il y a une femme qui est importante dans l'histoire. Puis le reste, c'est Al Pacino, Robert De Niro, puis Joe Pesci. Puis... je pense que je comprends le point, mais on a droit ici à 3 icônes de l'époque comme du nouveau Hollywood. Je pense que ce film-là va au-delà de ça. Là, c'est un au revoir. Tu sais, dans le fond, des 3 acteurs, là. Tu sais, fait que t'as qu'à moi, je comprends, mais moi, puis je veux la femme, elle mérite la place autant que n'importe quel être humain qu'il y a dans les films, mais je vais t'avouer que c'est ces 3-là que j'avais envie de voir tout le long. Je suis bien d'accord, j'étais très content de les voir. Il était quasiment égal les 3 dans le film, même si Robert De Niro est le personnage principal. Ouais, puis c'est correct, puis Robert De Niro probablement le gars le plus en forme des 3 aussi, là. Ouais, Robert De Niro, il a l'air encore en shape, là, pour son âge, là. Ouais, mais je veux dire, il y a quelques années, il a fait un film de boxe avec Sylvester Stallone, puis tu sais, il se battait à la boxe, là, puis tu le voyais, il est vieux, il est ride, pis tout, mais ses poings, tu le sentais toujours qu'il y avait de la force dans ses poings, tu sais. Ouais, puis c'est Robert De Niro, là, tu sais, j'ai fait encore des films, là, ça fait un petit moment, je pense qu'on l'avait pas vu. Ben je pense que je pense plus qu'il fait des films à chaque année là, il me semble. Ouais, à un moment donné, il en fait ça comme 2 fois par année là. Ouais, mais je sais qu'il a fait des directs ou DVD tout récemment là. Mais il faut dire quand même que t'es en fin de carrière, j'ai lu une entrevue, il l'a lui-même dit, il est en train de tranquillement penser à sa retraite là, je veux dire, c'est normal après tant d'années. Taxi Driver, c'est en quelle année? C'est quand même vieux le Taxi Driver. Tu sais, je veux dire, c'est normal, tu sais, je veux juste regarder vite. Ouais, il a joué dans Joker. C'est vrai, on l'avait oublié, il a joué dans Joker cette année, c'est vrai. Il a joué dans 2 astis de bons films dans la même année. Le héros, là, wow. Sinon, il a joué dans The Comedian, j'ai aucune de ses quoi. Mais le Pierre, je pense que c'est l'affaire avec Stallone. Sinon, c'était Dirty Grandpa. Ah oui, Dirty Grandpa, c'est considéré comme un de ses pires films. J'avais vu la critique à l'époque, je l'avais vu le film, là. Ouais. C'est un film d'été, là. Puis la critique disait, c'est genre, il considérait que c'était un des pires films de Robert De Niro, puis il comprenait pas pourquoi il avait accepté de faire ça, genre, c'était pas son genre de film. Je sais qu'il s'est fait démolir solide, le film. Qu'est-ce quand t'es De Niro, me semble. Je sais pas à quel point qu'on t'offre, genre, De Niro, c'est sûr qu'il se fait offrir un plateau, là, il doit avoir le choix de ses rôles, là. Je sais même pas s'il charge encore cher. Ben, j'imagine qu'il doit plus changer aussi cher vu qu'il pue autant la... Ben il a fait des films direct ou DVD. Moi j'ai la misère à croire qu'un gars comme De Niro ait fait des films direct ou DVD là. Ouais mais rendu à certains stades, ils font tout à Sylvester Stallone, il en fait pas mal ces temps-ci. Nicolas Cage en fait beaucoup maintenant. Ouais, je sais bien, mais... il y en a plusieurs... Le pire, je pense, un de ses derniers films qu'il avait fait au cinéma, c'était Stagiaire. Le Stagiaire, ouais. C'était super bon, pour ouais, vrai. C'était bon, le Stagiaire. La critique était moyenne, mais moi j'avais bien aimé. Ouais, ça m'avait touché, moi. J'avais bien aimé ça parce qu'il y a un côté, même s'il fait souvent des rôles sérieux, il y a un côté quand même chaleureux. Il est capable d'amener un certain... Il a l'air d'un bon grand-papa, genre. C'est ça, exactement, il est bon là-dedans. Mais écoute, je vais te laisser y aller parce que j'en parle beaucoup, mais je veux t'entendre aussi sur le film. Ben moi, honnêtement, je vais être... Ok. J'ai fucking aimé ça. J'avais peur là, j'étais comme... Non. Puis je pensais que je me disais cette année, il y avait rien qui pouvait accoter Joker. Puis tu sais, Joker, quand on l'a critiqué, ça faisait quoi, une semaine qu'on l'avait vu. Fait que j'avais pas totalement digéré. Ouais. Tu sais, des fois ça prend un peu de temps. Puis là, Irishman, avec tous les rapports qu'on a eu, ça a donné le temps de savourer le film puis d'y repenser. Il m'a peut-être moins marqué psychologiquement que Joker, parce que Joker apporte des thématiques un peu plus fortes au niveau... critique de la société, mais au niveau de Irishman, moi en fait j'ai vu ça comme une lettre d'amour en fait. J'ai vu ça comme un message de au revoir, le trio légendaire,
Parce que d'après moi, ça arrivera plus, là, ces trois-là, dans le même film. Et ouais, les chances sont assez faibles, effectivement. C'est correct, là, tu sais. Puis, je trouve... Puis, tu sais, en même temps, c'est Scorsese qui réalise ça. Fait que c'est comme la boucle est bouclée, là. Puis, tu sais, je trouve vraiment que les films de mafia comme ça, là, c'est quand la dernière fois qu'on en a eu un? Ben, ils en font de temps en temps, mais à ce niveau-là... Un vrai, le film de mafia, là. Il y a personne qui fait mieux que lui, là. Je me rappelle le film, il y a pas... Non, c'est vrai, il était mauvais. Mais c'était avec Ryan Gosling puis Emma Stone, il me semble. C'était réalisé par lui qui a fait Zombieland. Gangster Amérique, un truc comme ça. Ah ouais, ça avait été ramassé par la... Ouais, il y avait comme eu 30%, je pense, un truc comme ça sur Rotten Tomatoes. C'est ça, c'est un autre film qui devait essayer de copier du Scorsese puis en le faisant vraiment mal. Ouais, c'est ça. Je l'ai pas vu, fait que je juge un peu. Moi je l'ai vu, là, mais je me rappelle pas assez pour le détailler. Je me rappelle que ça avait été ramassé par la critique, mais bref, moi j'ai vraiment apprécié ça. J'ai vraiment passé un très bon moment, j'ai été diverti. Tu sais, ça faisait longtemps que j'avais pas écouté un film chez nous, que mon cellulaire... Il reste éteint. Il reste de côté puis j'y touche plus. Ah, c'est vrai que... ouais. Aujourd'hui, maintenant, c'est pour ça que j'aime mieux des fois aller au cinéma. On dirait que je sais qu'au cinéma, je vais mettre mon cellulaire de côté, puis je vais écouter le film. Mais là, c'était complètement absorbé. Je trouvais que le récit avance. Oui, il y a des longs dialogues, mais crème, moi, j'aime ça du verbeux. Je veux dire, moi, aller voir Tarantino, ça m'a jamais dérangé d'avoir des longs moments de dialogue. Puis des fois, c'est 10-15 minutes. Là, ouais. Mais je trouvais que chaque parole, chaque dialogue qui était lancé dans le film avait son lot d'importance puis qui était pas là dû au hasard. J'ai vraiment l'impression que ces dialogues-là étaient vraiment au récit à avancer. Puis dès qu'il y a des petits moments un peu plus action, si on veut, ou qu'il y a vraiment comme des scènes de meurtre, d'explosion, tout ça, puis c'est pas des explosions comme un film à la Expendable, là, on s'entend, là. Mais... ces moments-là prenaient tout son sens, puis tu comprenais pourquoi que ça arrivait. Puis je trouve que de voir le vieillissement, puis les années passées des mafieux, parce que souvent on a eu des films de mafieux où qu'on voyait pas nécessairement l'évolution sur les années. Puis là j'ai l'impression que c'était comme un autre message, c'est mini-subtil de... Ces acteurs-là ont fait beaucoup de films de mafieux, puis les autres aussi ils ont évolué à travers ces films-là. Robert De Niro, il a fait quoi? Goodfellas, Taxi Driver, il a fait... Taxi Driver, c'est pas vraiment un film de mafieux. Il a joué un parrain 2, comme j'ai dit. Il a fait le parrain 2, il a fait Casino, tu sais. C'est tous des gros films de mafia, mais... Taxi Driver, c'est pas un film de mafieux, là, je m'excuse, là. Lancez-moi pas de tomates, là. Mais genre, tu sais, c'est quand même... Tu sais, c'est tous des films qui ont traversé l'âge, puis c'est l'impression que c'est un peu le clin d'œil qu'on essaie d'envoyer avec eux autres. Tu sais, Scorsese, il est rendu, je sais pas à quel âge, c'est sûr qu'il est dans le range de 70 ans, puis probablement que si c'est pas son dernier... je pense qu'il est en train déjà d'en faire un autre, là. Mais ça doit être dans ses derniers, là, tu sais. Des réalisateurs aussi vieux, il y en a pas tant que ça, là. non, c'est ça. Non. Puis qui sont encore... solide là. Ah non mais oui. Ben tu sais il y en avait beaucoup qui disaient comment que c'est celui qui a fait le dernier Mad Max ah oui ok ouais. Miller Frank Miller. Non c'est pas Frank Miller. Frank Miller non ça c'est Josh Miller c'est ça? Josh Miller moi je pense que c'est ça. Ouais. Je m'excuse si je me trompe mais mais le dernier de Mad Max là. Ouais mais ce gars là il a fait les petits pieds du bonheur. Tu sais le film des pingouins qui dansent. Mais tabarnak qui est arrivé avec Fury Road puis tout le monde a fait ok. Le gars ça fait 40 ans qu'il est dans le domaine. Il sait ce qu'il fait là. Fait qu'en tout cas, moi, Richmond, ça a vraiment été un vrai coup de cœur. Il va être très haut dans ma liste du top 10 pour quand on va commencer l'année prochaine. Puis c'est définitivement un hit vous avez Netflix, vous n'avez aucune raison de ne pas écouter ça. C'est très bien dit, très bien dit. Écoute, je pense qu'on va directement dans le côté spoiler pour en parler plus en détail. Ouais, moi je suis dans. Alors, allons-y. Attention, vous rentrez dans la zone spoiler. Attention, vous rentrez dans la zone spoiler. Donc, on est de retour du côté spoiler. Et là, on va parler en détail de ce film-là qui a tellement de choses à dire. C'est sûr qu'on ne pourra pas tout dire parce que ça prendrait plus de temps que le film a duré. Ouais, effectivement. Mais je vais te laisser, je vais t'entendre une scène qui t'a marqué, là. Il m'a marqué, ou une scène que t'as aimée, tout simplement. Ça peut être juste en fait, c'est plus un résumé de scène, en fait. Ok, vas-y. C'est que, tu sais, dans le fond, Robert De Niro, à un moment donné, il a comme un problème avec sa voiture, puis Joe Pesci, c'est là qu'il rencontre la première fois. Ouais. Puis que, tu sais, dans le fond, il commence à dire, tu sais, je te présente, puis on se rencontre. Ça commence vraiment comme de base, de même. Puis, où que je trouve ça intéressant, c'est quand... c'est là que tu comprends où que le film va aller. En fait, qu'est-ce que je veux dire par là, c'est que le Robert De Niro va faire comme des livraisons, puis à un moment donné, il va arriver, puis il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Puis là, il va arriver à rencontrer l'avocat, puis l'avocat, il s'assied, tu sais, puis il dit, tu sais, écoute, moi je vais te défendre pareil, là, tu sais, tu peux me le dire, l'as-tu volé? Puis là, Robert De Niro, non, j'ai pas volé.
Non, mais tu l'as tu volé, là, écoute, y a pas de danger, puis il finit comme... Je sais pas comment il amène ça, c'est comme... C'est peut-être quelqu'un qui l'aurait peut-être volé, puis genre... Tu sais, là, tu fais, ok, le film va vraiment tourner autour de ça, genre... Ouais. Je me demande, moi je savais pas que c'est basé sur une histoire, je me demande si cette scène-là a eu lieu. Ben, je sais pas si toutes les scènes sont fidèles à l'histoire, il y a quand même beaucoup de points sombres, parce que la plupart des choses qu'on sait sur cette histoire-là, ça vient de Frank, le personnage principal, qui a avoué son lit de mort une histoire, qui a été retranscrit en livre par le gars qui l'a interviewé. Et c'est entre autres, là on rentre on est à ce point-là, mais dans le fond, Al Pacino, comment il est toujours considéré comme disparu. Non. Ah ouais? Parce qu'il a admis de l'avoir tué, mais d'un, ils n'ont jamais trouvé son cadavre, puis il y a des preuves qui contrediraient ce qu'il aurait dit. Fait qu'il n'y a pas de version officielle de s'il est mort ou quoi que ce soit. Il est juste considéré comme disparu, puis 7 ans après sa disparition, il était considéré comme mort. Ok. Fait que dans le film, ils nous ont montré comme une version, mais selon les dires de Frank, c'est lui qui l'aurait tué. Mais il n'y a pas assez de preuves pour étayer ça, à part lui. Ouais, ok, je savais pas. C'est quelque chose qui est intéressant, parce que tu vois le Wikipédia de Jim, je sais plus quoi son nom, ben c'est écrit, personne n'a disparu en telle année, la fois on l'a vu, c'est devant un restaurant, puis c'est la même scène qu'on voit dans le film, il est devant un restaurant, puis ils viennent le chercher, puis il se fait descendre. Puis c'est... Il fait quoi avec le corps à la fin, je me souviens pas. Il le pogne puis il le met dans un truc de feu, dans un crématorium pour le brûler. Ah ouais. Comme ça efface toutes les traces. Ouais, ben, ça c'est la version qui aurait été dit par De Niro. Par Frank, ouais. Pas De Niro, là. Ah, mais De Niro, c'est il a pas ça. tué en Fait que je trouve ça intéressant, c'est le côté mafieux, parce que le film, ce que j'aime du film, c'est que le film veut nous montrer le côté mafieux de l'histoire, mais aussi, ça nous montre l'histoire du syndicalisme aux États-Unis. Ouais. Puis ça montre que les deux sont comme... On liés, hein. Ils sont indissociables, genre, pis tu vois tout avec Al Pacino, tu vois Al Pacino qui arrive, là, pis comme ses discours devant la foule, pis genre... un sauveur. Ouais, c'est comme un Jésus, pis il dit... là, il y a un moment, il dit, vous savez, ce homme-là est aussi puissant que le président, là. Ah ouais. Ça, c'est un des dialogues les plus forts. Ouais, pis là, tu comprends pas, mais on est comme des manifestations, pis c'est comme la cohue. De Niro, pas De Niro, Pacino, il est très Pacino, hein, là-dedans, là, les mouvements de corps, les mains comme ça. Il arrête pas de s'énerver, pis... Tu sais, si De Niro, Frank, il l'avertit souvent, hein, tu t'arrêtes pas, tu vivras pas là. Puis il s'entête, puis c'est ça que j'ai aimé aussi, c'est que en bout, tu sais, au fond de ça, dans le fond, on voit beaucoup tout ce qui est les liens familiaux, tu sais, dans le sens que, tu sais, le Pacino, il a toujours fait partie de la famille, puis il a toujours apprécié la fille de Robert, de Frank, dans le fond, tu sais. Puis sa fille, il a jamais pardonné du fait que probablement que c'est lui qui l'a tué. Ouais. Fait que c'est comme c'est plein de petites choses de même. T'sais, tout est lié, puis Joe Pesci aussi, son personnage, que malheureusement son nom m'échappe, mais tu sais, lui aussi j'ai aimé son côté mentor, là. Ouais, c'est ça, puis il est très familial, puis tu sais, il tient vraiment à ses gars, tu sais, il en prend soin pour vrai. Puis je sais pas, il y a quelque chose là-dedans que je trouve vraiment genre le contraste de la mafia puis de la famille là-dedans me fascine. Ouais, mais j'ai senti beaucoup d'éléments qu'on retrouvait entre autres, comme je répète, le parrain, c'est le côté familial, mafia familial, tout ça. Puis il y a un côté très solidaire, très lié. Ouais. Ils vont s'entraider peu importe la situation. Ils vont toujours être l'un pour l'autre. Même jusqu'à des extrêmes évidemment, mais je veux dire, tu sens, puis à force du film, il montre les liens se tissent. Puis tu vois, c'est de plus en plus solide. Puis le personnage de Frank le montre bien. Au début, tu sais, il est simplement livreur. Puis tranquillement, il monte les échelons. Puis il est de plus en plus important. Puis il y a une scène à un moment donné. Parce que lui, il s'est toujours vu comme un homme de main. Puis à un moment donné, il fait comme, hey, t'as pas vient le voir. Puis il dit comme, hey, j'ai un poste pour toi de représentant syndical à telle place. Je te l'offre. Il dit, ah ouais, moi, tu vas faire une bonne job. Fait, ok, fait, il est full surpris. Fait qu'il va au bureau. Puis il est rendu qu'il gère une partie du syndicat. Puis lui, il se voyait comme, tu sais, en bas de l'échelle. Il était livreur à la base. Là, il est plus haut que ça. Là. Puis il monte. Puis il monte les échelons, puis tu sais, lui, il fait sa vie, tu sais, il a pas rien demandé, il fait ce qu'il est capable de faire, parce que... Il fait tout ce qu'on lui demande, en fait. Puis tu l'as mentionné, c'est qu'on apprend à travers le film qu'il est un ex-militaire, un vétéran, ouais. Puis qu'il y a beaucoup il y a beaucoup de connaissances, d'expériences, puis il y a un beau flashback, même si on le sent que le CGI a ses limites à ce moment-là, ou que, tu sais, il a vécu des atrocités à la guerre, puis il a tué du monde, puis, tu sais, c'est pour ça que ça l'a rendu comme plus froid. Puis tu le sens là, puis tu sens dans son caractère que il est habitué, il comprend qu'il y a des ordres à suivre, puis que peu importe si c'est bien ou mal, il le fait parce que c'est les ordres, tu sais, il a pas à discuter ça, sinon c'est lui qui va être dans la merde. Puis j'ai bien aimé son évolution, puis j'aime le fait qu'ils vont du passé au présent, parce que dans le présent, on suit dans le fond les personnages principaux qui sont en auto, puis se dirigent vers une ville régler quelque chose.
c'est pas clairement expliqué, puis il roule, puis il se remémore des souvenirs, puis il jase, tu sais, comme si c'était des bons vieux amis, puis t'as l'impression que c'est juste des couples de vieux qui vont en vacances. Puis finalement, c'est juste pour aller chercher de l'argent. Ouais, il cherche de l'argent, puis menacer du monde, puis... Puis tuer Al Pacino. Tuer Al Pacino, qui est pas rien non plus, là. Non, c'est ça. Tu sais, puis j'ai aimé cette relation-là, tu sais, il y a tellement de scènes dans le film qui montrent ce développement-là, parce que comme on l'a dit, c'est beaucoup de dialogue, donc c'est dur d'écrire du dialogue, mais il y a des beaux dialogues entre Al Pacino, vers la fin du film, entre Al Pacino puis Robert De Niro, quand ils jasent de tout ce qu'ils ont vécu, comme tout ce qu'ils ont traversé, puis tu sais, Robert De Niro essaie de faire résonner encore une fois pour qu'il se calme, puis genre, il fait comme non, genre, je vais y aller, je vais leur parler, puis tout, puis tu vois, Robert De Niro comme... Il y a vraiment des vrais moments de tension, puis des fois, c'est juste des silences, puis ça en parle beaucoup, tu sais. Mais ce que j'aime aussi, c'est que il y a personne qui est en sécurité dans ce film-là. Genre, n'importe qui peut se faire tuer. Robert De Niro, il se fait engager par un gars un peu random pour qu'il ait brûlé une affaire de blanchiment de... Oui, un truc de blanchiment, oui. Ouais, mais pas nécessairement d'argent, mais de blanchiment de vêtements. De vêtements. Puis il dit va le brûler, puis finalement, il apprend à fur et à mesure qu'au moment qu'il allait faire éclater ça, ben... Chris, ça appartenait à quelqu'un qui gérait Frank, là, tu sais. Puis il laisse une chance, là. Puis t'es là, t'es comme, oh, ok, fait que, lui, même lui, il faut qu'il se check, là, tout le temps, là. Non, c'est ça, c'est... Moi, je trouve ça super fascinant, là. C'est bien détaillé, t'as des twists comme ça, bien ficelés, parce que tu dis, c'est une petite job pour faire de l'argent. Tu sais, lui, il essaie toujours de faire de l'argent. Ouais. Au début, c'est commencé avec les vols, avec les livraisons. Puis là, tu dis, on va faire un petit job de côté, mais non. Puis finalement, il s'en sort bien, puis dans le fond, comme ça, ça fait une créativité, parce qu'il montre que du gars, tu sais, comme il a pas peur de rien. Mais c'est ce qui le sauve tout le long du film, tu sais. Pourquoi qu'il survit jusqu'à la fin, mais c'est parce que il a été drette, là. Non, il a été drette, puis même à la fin, il y a une bonne scène quand même émouvante, quand il est genre à l'hospice, puis le gars l'interview, puis il dit là, vous êtes le dernier, là, tu sais, tout le monde est mort, là, tout le monde est mort. Vous pouvez me dire ce qui s'est passé, là. Puis genre... Il veut rien dire, il est le dernier survivant, mais genre, il veut rien dire, il est loyal. Jusqu'au bout, c'est mais j'ai trouvé ça beau cette fin là, genre de mettre un Robert De Niro finalement pour 2 points en fait. C'est de le voir tout seul finalement, tu sais, toute sa vie il s'est battu pour d'autres hommes en suivant des autres, puis finalement il n'y a pas un institut avec lui, puis il n'y a plus de famille. Il est complètement tout seul, puis je l'ai vu au niveau méta c'est la fin, tu sais, genre il n'y aura pas de suite à ces trios là de mafia, c'est comme une lettre, j'ai l'impression que c'est une lettre d'amour à une finale que Martin Scorsese essaie de nous partager avec cette finale. C'est comme une forme d'aboutissement. Genre, tu sens le film-là qui a mis toutes les techniques, tout ce qu'il a appris en termes de réalisateur, il l'a mis à fond là-dedans. C'est pour ça que le film dure aussi longtemps, il décide de se laisser aller, de pas se limiter dans les possibilités. J'ai vraiment l'impression que Netflix a fait un gars, on te donne temps. Fais-nous ce que tu veux. Ben oui, puis ils ont donné un gros budget, c'est dans les plus gros budgets, comme on a dit, de Netflix. Puis Netflix est assez frileux dans ses... Je veux dire, ils ont sorti une série en septembre, je me trompe pas, c'est Amour vivant, ou Amour mort, c'est un truc comme ça. C'est une série de post-épileptique sur des adolescents. Elle a été cancellée. Elle a été cancellée, après, ça faisait même pas 3 mois, je pense qu'elle était sortie à saison 1, puis ils viennent de la canceller, là. Puis c'est une série qui avait été qui a un des plus gros budgets de Netflix, puis elle t'a fait juste une saison. T'sais, Netflix c'est quand même assez frileux, là. Si ça marche ou ça marche pas, tu sais. Faut que ça coûte cher aussi, là, tu sais. C'est comme, il y a des projets qui veulent faire, mais c'est comme, mettons, Bright, il rappelle, j'ai suivi l'actualité, puis ils l'ont rappelé plusieurs fois récemment que Bright 2 s'en vient. C'est ce qu'ils peuvent pas le faire tout de suite parce qu'il y a les problèmes de calendrier avec Will Smith. Ouais, puis c'est très cher. C'est très cher, puis ils disent que c'est peut-être le film le plus coûteux quand il va sortir parce qu'il prévoit qu'il... J'espère qu'il va être bon, le 2, là. Mais le 1 était quand même... Moi, j'avais quand même apprécié le 1. Pas moi, là, mais... C'est ça, il est pas parfait, on s'entend, il y a beaucoup de défauts dans le film. Puis Will Smith, c'est Will Smith, là, il répète beaucoup ce qu'il fait d'habitude, mais... Bon, bref. Ça pour dire que, ouais, pour Irishman, écoute, il y a beaucoup de choses à dire. On pourrait citer encore longtemps. Mais il faut lever le chapeau à l'œuvre du film, des acteurs principaux. Joe Pesci, je l'ai pas tant mentionné, mais j'ai beaucoup aimé son côté mentor parce qu'il paraît... Au début, il paraît... Moi j'aime le caractère qui est super sympathique. Contrairement à Al Pacino, il paraît super sympathique, mais il est aussi dangereux. Que n'importe qui. Il est juste comme salut, ça va, ouais, tu me fais chier. Oh, ouais. C'est froid, hein, les meurtres là-dedans, c'est pas des meurtres où t'as le gun au ralenti. Ou qui genre, c'est comme, tu sais... C'est top, puis ça va, c'est comme... C'est sec. C'est ça la mafia, c'est sec là. C'est sec, puis il le cache pas, il montre le corps est à terre, puis il y a du sang, puis... Ça finit là. Tu sais, à un moment donné, je me souviens d'une scène bref, là, il y a un gars du syndicat qui commence à faire des problèmes, puis qui l'emmène en char,
puis le gars n'arrête pas une corde de guitare, puis il commence à l'étouffer de même, puis comme... Tu le vois genre en train d'agoniser, puis la séquence dure quand même jusqu'à temps qu'il lance. C'est genre de scène là, tu vois pas tout le temps ça dans les films là. Puis De Niro là-dedans, le personnage, il s'assied en arrière, hein. Il a compris en asti, il prend pas de chance. Ah, c'est ça, lui il a compris comment ça marche, puis j'ai aimé, c'est une scène typique aussi encore une fois du pareil, mais c'est le fait que dans la mafia c'est typique de prendre une corde, puis d'étrangler sa cible, c'est une arme qui... Tu sais, ça coûte le souffle, là, tu peux pas crier. Non, puis ça se cache facilement, c'est pas un gun, c'est une corde, puis... Ouais. Bref, je pense qu'on peut arriver à notre note, je pense. Ouais, je pense que oui. Fait que je vais te laisser y aller. Ben, c'est un grand film, c'est du grand Scorsese comme d'habitude. Il n'y a pas de surprise en fait. C'est très 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 bon. On a eu exactement ce qu'on attendait à avoir par exemple. Tu sais quoi, le seul reproche vraiment c'est peut-être sa longueur. Peut-être le film aurait mérité d'être un peu coté. Mais dans l'ensemble, écoute, c'est possiblement sans faille. Je vais y aller quand même avec un 4.5 sur 5. Pour moi, c'est... Je sais pas si... Il va peut-être devenir culte avec le temps. Je sais pas. Je peux me tromper, mais 4.5 sur 5 sans hésiter. Je te suis dans la même lignée, je donne un 4.5 sur 5. C'est un chef-d'œuvre, c'est un excellent film, et je serais pas surpris, comme tu dis, qu'il devienne culte. Mais c'est sûr que, comme on l'a mentionné tantôt, il plaira pas nécessairement... Pas pour tout le monde. Pas pour tout le monde, c'est un genre de film tellement précis que ceux qui vont l'aimer, ils vont l'aimer à fond parce que c'est vraiment quelque chose de condensé, de brut. C'est un diamant brut si je peux dire. Puis le casting est 5 étoiles, c'est un casting qu'on aimerait voir souvent, mais on arrive à un point historique où que ces acteurs-là sont rendus soit en retraite ou proche de la retraite. Donc même chose pour le réalisateur, je veux dire, il a atteint aussi son paroxysme, donc... Je suis curieux de voir en attendant, continue la critique, je vais voir quel âge qu'a M. Scorsese. Vas-y, parce que tout cet ensemble-là, c'est quelque chose on verra pas se répéter, puis quelque chose qui s'est rarement répété dans l'histoire du cinéma. Des acteurs autant de calibre, avec un réalisateur autant de calibre, dans une histoire aussi de calibre. Écoute, ça aurait pu être autre 67 chose. 67 ans. C'est pas 67 ans. 77 ans. 77 ans? Ah oui, il est pas jeune le bonhomme. Ça va être le plus vieux ou un des plus vieux réalisateurs américains, là, je peux pas croire. Ouais, définitivement. Sacrément. Bref, c'est un film à voir. Écoute, si vous l'avez pas vu, foncez sur Netflix, écoutez. C'est un des films dans le top 5 à voir en 2019. Absolument, c'est... Ouais, définitivement. Puis Netflix, tabarnak, ils sont forts en fin d'année, là. Je sais pas si t'as vu le film d'animation Klaus. J'ai vu la bonne annonce, mais j'ai pas compris. C'est excellent, là. C'est genre vraiment bon. Il y a eu Marriage Story avec Adam Driver. Il est dans ma liste, je vais l'écouter en fait. Ça aussi, c'était vraiment bon. Puis The Irishman. Il y a le film de Michael Bay aussi qui est sorti, qui est comme le plus coûteux. Il y en a beaucoup qui l'ont aimé, moi j'ai trouvé correct. Ben, tu sais, c'est du Michael Bay, t'aimes le Michael Bay ou pas, tu sais, c'est... Mais Ryan Reynolds, là, il est... Ryan Reynolds, là. Avec Free Guy, ça va être mal, Free Guy. Ça va être bon, ça. Bref, c'est déjà la fin de l'épisode. Écoutez, comme d'habitude, vous pouvez nous suivre partout, Facebook, iTunes, YouTube, RZO, Google Play, Spotify, DJ Pod, j'allais dire la radio, mais pour l'instant, on n'est plus disponible sur la radio. On va revenir en janvier à la radio. Donc, vu qu'on était indisponible, j'ai fait une entente avec notre station qui était le 101.9 CHI, qu'on a rediffusé en janvier. Sinon c'est ça, on est très content d'être de retour, on espère que vous allez être de retour vous aussi à nous écouter. Et on devrait être bon pour un bon moment avec mon ordi et bientôt avec l'ordi Max, on devrait se restabiliser. Donc sur ça, écoutez, on vous souhaite une bonne semaine et on se reparle très bientôt pour un autre film. Ciao!